Hi, I am Ina, breast cancer survivor and founder of a platform for women affected by breast cancer. I started a series of podcasts with medical professionals, but also with breast cancer survivors. If you have not seen or listened to this podcast, feel free to check the playlist, which is called Podcasts. Today I am talking with Hélène, who is a breast cancer survivor from France. Our interview is in French, but for English speakers, you can use the subtitle functionality to translate our conversation into English. And if you're a French speaker, then not a problem for you. Please tune in and listen to this interview. Hélène has a lot to share. Hope you enjoy it. And please leave your impression of this French-speaking podcast in the comments. Don't forget to like and subscribe to the channel. Enjoy the podcast. Bonjour. Aujourd'hui, mon premier podcast en français. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Hélène et je suis sûre que son histoire vaut la peine d'être entendue. Je pense que plusieurs femmes peuvent se retrouver dans son histoire et trouver de l'espoir, trouver beaucoup de points de repère. Bonjour Hélène. Bonjour Ina, merci pour cette interview. Je vais commencer tout de suite par comment ça s'est commencé. Ton cancer, ton histoire du cancer. Alors, mon histoire du cancer, c'est que j'étais suivie en prévention depuis l'âge de mes 30 ans parce que ma maman avait fait quelque chose qui s'apparentait à un cancer du sein avant 40 ans. Et donc, depuis mes 30 ans, je faisais une mammo tous les ans. Je fais une mammo tous les ans. Et en décembre 2020, en prenant ma douche, en sortant de ma douche, je me regarde dans le miroir et je vois que mon sein gauche, il y a une grosse ride à côté de mon mamelon. Et je me dis que c'est étonnant, que ok, j'ai 48 ans, mais quand même, c'est bizarre d'avoir une ride au sein. Du coup, ça m'alerte et je devance le rendez-vous de mammographie que je ne devais avoir qu'au mois de juin, je le devance au mois de mars. Et à l'échographie, le docteur me dit qu'il y a quelque chose de suspect et elle me fait une biopsie. Et assez rapidement, ensuite, les choses s'enchaînent. On découvre que j'ai un double cancer donc dans les deux seins, deux cancers différents. Et ensuite, je commence un tunnel de traitement assez rapidement. Ça devait être un choc, même si tu étais quelque part prête, tu étais suivie, tu savais que ça allait peut-être t'arriver. Quels étaient tes sentiments au moment du diagnostic? Alors, assez bizarrement, j'ai pas eu, comme beaucoup de femmes ou de personnes, le choc de l'annonce, tu sais, la sidération, des mots qu'on entend souvent. Parce que vraiment, quand je suis allée faire cet examen, j'étais déjà un peu... je pensais déjà que le cancer était une possibilité, et donc ça a été plus une confirmation qu'une révélation. Et pour être tout à fait transparente, au moment où je sors de la mammographie, aussi curieux que ça puisse paraître, je me suis dit, bon, là, je me prends une grosse tuile dans ma vie. Je vais rentrer dans le dur, ça va être compliqué. Et en même temps, ça va vraiment me permettre de me connecter à ce qui est essentiel pour moi. Et je l'ai pris en fait comme un gros clignotant d'avertissement que ma vie d'aujourd'hui, c'était pas ok, que j'allais dans le mur et qu'il était temps maintenant que je m'occupe de moi. Et je l'ai vraiment pris comme ça et ça m'a permis sur le coup de mieux accepter, même si ensuite il y a eu des peurs, il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse et que ça a été les montagnes russes émotionnelles. C'était pas du tout facile. Je me souviens du moment de diagnostic et les quelques minutes que je suis restée avec mon médecin qui m'a annoncé. Ma mère aussi a eu le cancer, donc j'ai pas eu le BRCA, mais par contre je savais que j'étais aussi, j'avais ce risque, que je courais le risque, mais pour moi c'était
c'était un choc, c'était un vrai choc et je me rappelle même plus qu'est-ce que mon médecin m'a dit pendant cet entretien. Enfin, heureusement qu'elle a écrit tout sur un papier. Euh, pour moi, c'était un peu la fin de l'histoire, quoi. Ouais, je Mais comprends. Ouais, souvent, beaucoup de femmes disent effectivement ça, qu'il y a eu une espèce de sidération et comme un brouillard qui est venu et on n'entendait plus trop les choses et tout. Sincèrement, j'ai pas vécu ça, mais je comprends tout à fait que ça puisse arriver et je l'ai beaucoup entendu auprès de femmes que j'ai croisées dans mon parcours. mm. Et alors après, quel était ton protocole? Quel pas tu as suivi? Alors, sans rentrer dans des détails trop techniques, mais dans un sein, j'avais un cancer à un stade précoce et dans l'autre sein, un cancer à un stade assez avancé. Et du coup, j'ai eu un protocole assez radical avec une double mastectomie en première intention. Donc une chirurgie invasive et mutilante, il faut le dire. Ensuite, comme on a prélevé également un ganglion sentinelle de chaque côté et qu'il était positif d'un côté, j'ai eu droit à un cocktail de chimiothérapie assez costaud pendant 4 mois. Et suite à cela, une deuxième opération pour m'enlever toute une grosse partie de la chaîne ganglionnaire du côté le plus atteint. Donc ça, on est en janvier, 6 mois après le début du protocole. Et pour finir, j'ai eu droit à un mois et demi de radiothérapie en rayon sur l'ensemble de la poitrine et des aisselles. Et, euh, et ensuite, la préconisation est que je suive pendant 10 ans un traitement d'hormonothérapie puisque mon cancer est hormonodépendant pour prévenir, pour limiter les risques de récidive. Donc là actuellement, je suis à 4 ans après mon diagnostic, 3 ans après le début de mon hormonothérapie, pardon, j'en bafouille, et j'ai encore 7 ans de traitement, donc c'est un cachet que je prends tous les jours pour limiter le risque de récidive. Oui, c'est une vraie aventure avec le cancer qui ne finit pas quand le tumeur est élevé et est enlevé. Euh, En fait, chaque étape est assez costaud. La chimiothérapie, la double mastectomie et après la radiothérapie. Comment tu as vécu chaque de ces étapes? Alors, moi dans la vie, je suis chef de projet en communication. Et en fait, ce que j'ai pas réalisé au moment où je le faisais, mais j'ai abordé mon cancer comme j'aurais géré un projet. C'est-à-dire que j'ai réuni une équipe d'amis et de proches pour me soutenir. J'ai cherché un kiné du sein, j'ai cherché des gens en soins de support pour m'accompagner. En fait, j'ai comme recruté une équipe projet et je suis arrivée à chaque Génial. étape avec mon petit carnet vintage et mes questions et mon stylo et en posant toutes les questions parce que j'avais absolument besoin de comprendre chaque étape, de savoir ce qui allait se passer, que tout soit le plus clair possible pour pouvoir accepter d'y aller, quoi. Et donc, je l'ai abordé en posant des questions, en étant active, en cherchant de l'information. Euh, et étape après étape. Je me suis dit, bon, ok, on commence par la domastectomie. Voilà. Ensuite, ben, après la domastectomie, acheter un soutien-gorge adapté, acheter des prothèses. Ensuite, on m'annonce qu'il faut faire une chimio. Ok. Donc, chimio, est-ce que je prends un PICC line? Est-ce que je mets une chambre portative je sais plus comment ça s'appelle, hein, parce que je l'ai pas eu. Une Euh, chambre transportable, toi, tu vois ce que je veux dire? Le petit boîtier oui, que oui, les oui, gens je connais le terme en anglais, ça s'appelle the un port, porte-à-quatre. mais chambre portatif probablement. Oui, voilà. Je me rappelle plus, non. Donc voilà. Et puis bon, pareil, poser toutes les questions sur les effets secondaires. M'a réalisé que j'allais perdre mes cheveux, avoir très peur de perdre mes cheveux. Mm. Euh, Anticiper en achetant une perruque, des jolis bonnets de couleur, etc. Et puis, pareil, poser les questions, essayer de trouver des solutions, donc contre les nausées. J'ai essayé pas mal de choses.
Euh, Contre la perte des cheveux, malheureusement, tu fais rien, mais j'ai décidé de me faire couper les cheveux courts, puis après de demander à mon mari de me raser la tête. Et en fait, ces micro-choix, ça m'a permis d'avoir la sensation d'être un peu moins en position de subir ce qui m'arrivait, mais d'être un tout petit peu plus en position de choisir le moment où je me coupe les cheveux, de choisir le moment où je me rase, de choisir le moment où je mets ma perruque ou mon bonnet. Et c'est des micro-choix, mais ça me permettait d'être dans une posture plus active par rapport à ce qui m'arrivait. Après, très sincèrement, la chimio a été l'étape que j'ai trouvée la plus difficile. Euh, alors, bien sûr, la double mastectomie, quand tu y vas, le matin, tu es pas fier, hein. Le matin, avant l'opération, tu es pas fier. Je me rappelle malgré tout que ce jour-là, dans la clinique, c'était le printemps, c'était le mois de juin, il y avait les petits oiseaux qui chantaient et ça m'a fait un bien fou. L'anesthésiste était venu la veille me dire que demain, ça allait être très compliqué, mais qui connaissait une super association où après je pourrais aller faire un séjour de rétablissement. Et c'était à chacun son Everest, et je te raconterai après, j'y suis allée à la fin de mon parcours. Et ça m'a tenu, tu vois, de savoir que, ok, ça allait être dur, et j'ai encore beaucoup d'émotions quand je t'en parle, ça allait être dur, et en même temps, j'allais avoir ce cap-là. Euh, Assez curieusement, la double mastectomie ne fait pas si mal que ça. Tu vois, j'avais très peur d'avoir mal, et non, ça fait pas si mal que ça. C'est impressionnant, mais ça fait pas très mal. La chimio, comme je te l'ai dit, m'a mis moi vraiment en vrac, avec beaucoup de nausées, beaucoup de douleurs parce que j'avais des piqûres pour booster la production de mes globules blancs. Et ça provoquait des douleurs comme si tu as la grippe pendant 4 mois, tu vois, des mal dans les os, et ça faisait très très mal. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu beaucoup de muscles, j'étais très faible et j'ai eu énormément d'effets secondaires. Alors je veux rassurer les gens qui pourraient écouter, c'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens passent très bien et supportent correctement la chimiothérapie. Moi, il se trouve que j'ai eu quasiment tous les effets secondaires compliqués, et qu'on a dû à un moment prendre la décision avec mon oncologue d'arrêter parce que c'était trop dur, quoi. Euh, donc c'était vraiment une période où j'ai connecté la dépendance, la perte d'autonomie, la fatigue, et, euh, et, et dans ce moment difficile, en fait, se raccrocher à la lenteur, se raccrocher à l'amour des proches. J'essayais avant chaque cure de chimio de faire un petit quelque chose, parce que tu sais, euh, la chimio, tu la prends, ça dure quelques heures, et ensuite les quelques jours qui suivent sont vraiment très difficiles. Mais au bout de quelques jours, variable selon les gens, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu remontes la pente et ça va mieux. Et donc à ce moment-là, j'essayais de faire quelque chose en lien avec le beau, tu vois, de voir du beau. Alors ça pouvait être voir un joli paysage, aller faire une balade, une visite, une expo, passer un moment avec des gens que j'aime. Et ça me nourrissait beaucoup pour ensuite, au moment de la chimio, te dire, allez, j'y vais entourée de ma bulle d'amour. Et à propos d'amour, j'essaie de retrouver, voilà, mes filles m'avaient confectionné un petit cœur coussin et offert un petit krabi doudou. Et Oh, donc je l'amenais c'est très beau, en c'est chaque mignon. chimiothérapie. Tu vois, j'avais ça, j'avais des bracelets offerts par des amis, j'avais un... En fait, je suis allée avec mon petit sac à chaud doudou en chimiothérapie. Tu vois, je mettais des couleurs que j'aime bien. J'amenais une couverture douce parce j'avais froid moi souvent. Je prenais un coloriage. J'ai essayé de mettre de la douceur dans cette épreuve qui vient vraiment te secouer le corps et l'âme, et de mettre de la douceur et de me donner beaucoup d'amour, en fait, pour m'aider à traverser ça, quoi. Donc ça, c'était Mm. la chimio. Après, la Est-ce deuxième que je peux opération. t'arrêter? Bien Excuse-moi de sûr. te couper, mais il y a tellement de questions que je veux déjà aborder par rapport à cette période de ta vie. Euh, Enfin, je t'admire dans le fait que tu
as pris ça dans les mains, que tu as commencé à gérer ça comme comme un projet. Moi, c'était complètement opposé. J'étais complètement choquée et j'étais perdue. J'étais tellement perdue que je commençais à chercher de l'information et il y avait tellement de choses que je me suis dit, OK, je vais écouter juste mon médecin. Et en fait, pour moi, c'était juste pas à pas ce que le médecin me disait au rendez-vous pour la prochaine fois. Voilà, c'était au maximum. Euh, oui, je trouve que bon, ok, chacun gère comme il veut, mais voilà, moi Bien sûr. j'étais vraiment dans la peur de ce qui arrive. Mais je trouve ça très beau déjà par rapport à donc ton histoire, que tu essaies de t'entourer du beau, que tu as créé cette équipe qui t'aide. Ça, je trouve, c'est vraiment génial. Euh, J'aime beaucoup ton histoire par rapport aux cheveux, parce que moi aussi, je voulais pas du tout que la maladie importe. J'ai rasé mon crâne aussi. Comment tu as trouvé cette expérience de faire ça avec ton mari? Alors, moi, j'appréhendais vraiment beaucoup cette perte de cheveux. Avant la maladie, j'avais les cheveux au milieu du dos, très longs, des beaux cheveux bien épais. Et quand on m'a dit que j'allais avoir une chimio, tout de suite, la première chose qui m'est venue, c'est non, pas mes cheveux, tu vois. C'était vraiment perdre une partie de moi et de ma féminité, peut-être même plus que perdre mes seins. Ça peut paraître idiot, mais c'est comme ça. Et du coup, déjà, je me rappelle que quand j'ai commencé à perdre, j'ai coupé mes cheveux et quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, c'était extrêmement douloureux sur plein de niveaux. Douloureux physiquement, le crâne brûlait, démangeait. C'était douloureux aussi psychologiquement parce que je passais la main sur mon crâne et en fait j'avais des poignées de cheveux qui tombaient et je me suis dit c'est pas possible quoi, ça me minait le moral, je semais des cheveux de partout et, euh, et j'avais très très peur de me voir chauve et mon mari m'a dit écoute moi si tu veux je prends la tondeuse et je te rase les cheveux et au moment où il a commencé j'étais vraiment très apeurée. Et puis après, au moment de regarder dans le miroir, tu sais, un gros moment de stress. Et finalement, ben, j'ai trouvé que j'avais un crâne plutôt régulier. On a plaisanté avec mon mari, il m'appelait Yul, comme Yul Brynner, qui est un acteur connu, qui était chauve et qui était Oui. magnifique. Et du coup, voilà, tout le temps de ma période chauve, j'étais Yul. Et, finalement j'ai trouvé que ça donnait encore plus de place, notamment à mes yeux, à mon regard. Alors bien sûr, je me préfère avec les cheveux et j'aurais préféré jamais les perdre. Oui. Et en même temps, j'étais pleine de gratitude que mon mari me propose ce moment-là et que ça se fasse en intimité, en famille et pas chez un coiffeur de manière anonyme, quoi. Donc ça, c'était chouette de vivre ça en intimité, effectivement. Hmm. Et j'étais à l'aise aussi pour être crâne nu devant mon mari et devant mes filles, en fait. Et ça, Hmm. c'était chouette d'avoir cet espace de liberté-là. Tu parlais de la perte de ta féminité avec la perte des cheveux. Euh, c'est exactement comment beaucoup de femmes expliquent ce phénomène assez négatif. Mais également la perte des seins, c'est quelque chose c'est quelque chose qui fait de nous une femme. Parce que les cheveux, au final, vont repousser. Mais avec les seins, c'est un peu difficile. J'ai perdu juste un sein et je, je n'imaginais pas quel effet ça allait créer sur moi. Je me suis sentie laide, horrible. En plus, mon partenaire m'a quittée quelque temps après le traitement parce qu'il n'avait pas assez de sexe avec moi et ça m'a
enfin, j'ai vécu ça très très mal. Pour moi, Ouais, c'est la c'était, double peine en fait. Ouais. voilà, j'ai eu plein la gueule. Donc je détestais mon corps, je pouvais pas toucher mon sein. En fait, c'était quelque chose de très que j'ai très mal vécu en tout cas. Mais en fait, je me souviens après la mastectomie, je pouvais pas regarder mon sein pendant 2 ou 3 jours. Et puis il y avait un médecin qui m'a aidé à tout doucement enlever le bras et il me, en fait, il m'a demandé de raconter ce que je voyais, comme ça pour m'accompagner dans ce parcours. Euh, J'aimerais savoir un petit peu plus comment ce procès était pour toi. Euh, Tu as dit que en fait, voilà, tu étais, même si tu étais prête quelque part, si tu savais ce risque que tu allais avoir, euh, quel effet ça t'a fait déjà de perdre 2 seins, même si c'était pas douloureux, mais Ouais. émotionnellement, je suis sûre que c'était pas facile. Comment tu as abordé ce projet de mastectomie? Comment tu l'as intégré dans ta vie émotionnellement? Alors, mon gynéco, moi j'avais 3 tumeurs de chaque côté, dans chaque sein. Donc mon gynéco m'a dit, soit on fait une tumérectomie, c'est-à-dire on enlève les 3 tumeurs de chaque côté, soit une domastectomie. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Il me dit, bah, si vous étiez ma femme, je vous conseillerais de faire une domastectomie. Parce que la tumérectomie, déjà, vous avez une poitrine qui au départ n'est pas très volumineuse, donc le fait d'enlever à 3 endroits, finalement, il n'y aura plus véritablement un sein et on ne pourra pas préserver l'intégrité du sein. Et puis surtout d'un point de vue santé, euh, la mastectomie limite quand même le risque qu'il reste des cellules cancéreuses à l'intérieur de mon corps. Donc j'ai demandé à réfléchir 15 jours parce que bah, les seins, comme tu le dis, c'est la féminité. Pour moi, c'était aussi chargé émotionnellement à la fois de mon intimité de femme, mais aussi de mon intimité de mère, puisque ce sont les seins qui ont nourri mes filles. Euh, et j'ai pris la décision lourde, mais je l'ai prise d'aller vers la sécurité et de m'assurer d'avoir toutes les cartes en main pour une vie la plus longue possible et d'aller vers la mastectomie. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait confiance à mon chirurgien. Après l'opération, en fait, c'est assez rapide, hein. Je suis rentrée un mardi à la clinique et je suis ressortie un vendredi. Donc moi, j'ai voulu voir tout de suite à la clinique, entourée des infirmières, de voir les cicatrices. Je voulais pas être toute seule chez moi pour les voir. J'étais surprise, elles étaient plutôt propres, toutes fines. Euh, donc j'ai pas été dégoûtée par ce que j'ai vu. Par contre, mon corps, lui, il a mis plusieurs mois avant d'accepter ça. Parce que dès que je suis sortie de la clinique, euh, j'ai eu une accumulation de lymphe dans la poitrine. Et en fait, si tu veux, en 2 ou 3 jours, je me suis retrouvée avec une poitrine gonflée de lymphe. Et ça faisait, comme je peux le dire, parce que c'est quand je secouais, ça faisait comme si j'avais une outre d'eau dans la poitrine, tu vois, ça Hmm. faisait glou-glou. Donc je les ai appelés mes seins Terminator parce qu'ils renaissaient et qu'ils acceptaient pas de mourir. Et donc ensuite j'ai eu une ponction pour enlever cette lymphe parce que je pouvais pas rester avec toute cette lymphe. Et là, pour le coup, quand le médecin a eu fini de ponctionner, la poitrine était toute cabossée avec des angles et je les ai appelés mes seins Picasso. Tu sais, comme les peintures de Picasso qui sont Oui, toutes oui, noires. oui. Et en fait, pendant 4 mois, ça a été ça. J'ai alterné des phases de Saint Terminator et des phases de Saint Picasso, jusqu'à ce qu'à un moment, à l'automne, mes seins se stabilisent sur un léger gonflement et c'est passé. Et, et donc, ce qui a été difficile, oui, c'est le changement de silhouette, c'est les habits que tu peux plus mettre, c'est quand tu te laves. J'ai mis un moment aussi à retoucher mes seins en fait. Et c'est ma kiné qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit c'est important que tous les jours
vous mettiez une crème, vous activiez, parce que je n'ai quasiment plus de sensation au niveau de la poitrine. Et elle a dit c'est important aussi pour bien intégrer ce changement corporel de masser cette zone, de la toucher, de la crémer, de la soigner, de la regarder. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai fait très rapidement aussi de la kiné du sein. Mhm. Donc c'est en France, on a un réseau qui s'appelle RKS comme réseau kiné du sein. Ce sont des kinésithérapeutes qui sont formés à la scénologie et à euh, venir masser les cicatrices, mais aussi travailler les amplitudes de bras, les tendons, les Mhm. cordes lymphatiques. Et je recommande vivement à toute femme se faisant opérer du sein de passer par ses mains expertes parce que ça, c'est vraiment soulageant, quoi. Et après, plus au long terme, euh, je pense qu'il y a un fond de tristesse qui est toujours là, de deuil à faire de cette poitrine. Euh, en termes de volume, maintenant, j'arrive à me résoudre à être plus plate. En revanche, ce qui reste très compliqué pour moi à vivre, c'est que avec tous ces épisodes de lymphe et autres, j'ai gardé un pli de peau de chaque côté en dessous des aisselles. Et c'est ça qui me complexe le plus actuellement parce que quand je porte un vêtement un peu près du corps, je le vois. Je le vois et du coup, ça me gêne. Et c'est peut-être pour cela qu'un jour j'envisagerai une reconstruction. Voilà. Ok, est-ce que tu parles de la reconstitution complète ou juste partielle? Alors, moi, j'ai plus du tout envie de passer par de la chirurgie et par faire mal à mon corps, et j'ai pas du tout envie non plus de détruire enfin d'abîmer une autre partie de mon corps pour reconstruire celle-ci. La solution que j'envisage éventuellement, ce serait du lipofilling. Mhm. Concrètement, le médecin prélève des cellules graisseuses dans d'autres zones du corps. Moi, ça va, j'ai ce qu'il faut ailleurs. Et vient ensuite les réimplanter au niveau de la poitrine pour combler justement les... et harmoniser et faire quelque chose de... À défaut d'avoir un volume, mais d'avoir au moins quelque chose de plus régulier. Et je pense que je pourrais aller vers ça, éventuellement couplé par un tatouage pour, euh, pour que ce soit la cerise sur le gâteau et pouvoir remettre un peu de douceur et de féminité sur cette partie de mon corps. Tu sais déjà qu'est-ce que tu veux comme tatouage? Oui, je ne l'ai pas encore posé la question au tatoueur, savoir si c'était possible, mais j'aimerais bien un petit soleil et une petite lune comme téton de chaque côté, et au milieu, pour masquer un peu la cicatrice, une voie lactée d'étoiles. Voilà, Waouh, c'est j'aimerais très bien. beau. Maintenant, je veux pareil. Mais bon, je ne sais pas si c'est techniquement possible, parce qu'il faut, comme ma peau a été irradiée, il faut que le tatoueur donne un avis pour savoir si ma peau est tatouable et si c'est réaliste. Donc voilà, ça c'est l'idée que je me suis faite. Je n'ai pas encore creusé plus le sujet. Waouh. Je veux aussi poser une question par rapport à la chirurgie et au choix de chirurgien. Est-ce que t'as déjà été donc est-ce que ton chirurgien a été assigné ou tu as pu choisir? Comment était ce procès pour toi? Hmm. Alors moi, il se trouve que mon gynécologue, c'est un homme, est également chirurgien. Donc en fait, logiquement, il m'a proposé de m'opérer et comme le lien de confiance était là, j'ai pas cherché Mm. ailleurs, tu vois. Donc lui, il opérait en clinique. Et je me suis fait opérer par lui les deux fois. En revanche, pour tous les autres aspects de mon traitement, je l'ai fait à l'hôpital de là où j'habite, Mhm. l'hôpital public, la chimio, la radiothérapie et le suivi post-cancer. Ok, alors on a déjà abordé la chimio et la chirurgie et maintenant c'est la radiothérapie. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a eu
des effets aussi émotionnels, tant que des effets secondaires. Bon, on va parler des effets secondaires, mais voilà un petit peu si tu peux, voilà, si tu peux te replonger dans cette période de ta vie. Ouais. Alors, la radiothérapie, j'en ai eu pendant un mois et demi, une vingtaine de minutes par jour, 5 jours par semaine. Euh, et ma peau a bien tenu jusqu'à la dernière séance. Elle était un peu rouge. Et j'ai, sur les conseils en fait de mon entourage médical, j'ai fait appel à, en France, ce qu'on appelle un coupeur de feu. Mhm. C'est quelqu'un qui a le don de pouvoir, limiter les brûlures en fait. Et j'avoue que cette personne m'a énormément aidée. Et le dernier jour de ma radiothérapie, peut-être parce que j'avais eu... ma radiothérapeute m'avait dit que ma peau allait probablement brûler et que c'était une manière aussi pour la cure enfin, c'était un passage parfois obligé pour soigner. Et bah, le dernier jour, j'ai ma peau a brûlé en fait. Ma peau. Alors quand on dit brûler, c'est pas des images. C'est très rouge en fait, tu vois. En fait, elle a rougi et c'était douloureux. Et donc là, j'ai refait appel aux coupures de feu et puis j'ai surtout mis de la crème pendant plusieurs semaines, la crème apaisante et petit à petit, la peau s'est régénérée. Je garde aujourd'hui une fragilité si je prends une douche un peu chaude ou un bain un peu chaud. Bah, les zones qui ont été irradiées apparaissent rosées. Toi, j'ai une espèce Hmm. de bandeau rosé sur la poitrine. Il m'a été conseillé de ne pas exposer cette zone au soleil, ou alors vraiment avec de l'écran total et pas longtemps. Et puis, je pense aussi qu'au niveau des tissus à l'intérieur, ça, ça a dû également irradier et faire quelques, je cherche le terme technique, quelques adhérences au niveau des cicatrices et voilà. Mais j'ai pas eu énormément d'effets secondaires outre cette brûlure à la dernière séance qui s'est résorbée en quelques semaines en fait. Voilà. Hmm. J'ai jamais entendu du coupeur de feu. Est-ce que tu Mm. peux en parler un petit peu plus? Quelle procédure Alors bah, sont impliquées? c'est assez irrationnel et en même temps ça fonctionne. Ce sont des personnes qui ont un don pour pouvoir soigner d'autres gens qui ont des brûlures. Pour ce faire, ils prononcent à voix très basse une petite formule qu'ils connaissent et ça soulage. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Pour moi, ce qui était assez hallucinant, c'est que j'appelais cette personne et je lui disais, voilà, j'ai fait ma séance de radiothérapie. Et il me disait, ah bah oui, aujourd'hui ça chauffe plus sous l'aisselle gauche. Donc allez, je prononce la formule. Et que après l'avoir appelé, et ben, dans les quelques heures qui suivaient, ça allait mieux, quoi. Euh, alors, c'est complètement irrationnel. J'ai pas, là, j'ai lâché mon cerveau. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai juste accepté que c'était de l'aide et que ça venait m'aider à mieux supporter cette radiothérapie. Mais je suis dans l'incapacité complète d'expliquer comment ça fonctionne. Et bon, c'est juste merci pour ce cadeau-là et voilà quoi. Oui, bah, on n'est pas toujours obligé de comprendre ou de rationaliser tant que Ouais. ça nous aide. Est-ce que tu as, est-ce que tu as eu, pardon, est-ce que tu as eu d'autres aides en dehors de ce Du coupeur de coupeur feu. de feu, Ouais. euh, Oui. qui Moi, en fait, t'aidait à ouais, ouais. alléger les effets? Ouais. Moi, en fait, une des grandes choses que j'ai apprises à travers cette maladie, euh, pour faire simple, quand je me suis construite avec plein
de drivers du type aller vite, être parfaite, faire plaisir aux autres, faire tout seul, porter tout sur ses épaules, etc. Et je me suis aperçue en étant malade que quand on était faible, fragile, vulnérable, en fait c'était aussi une certaine force parce que ça permettait de demander de l'aide aux autres et d'accepter l'aide des autres. Et qu'en recevant l'aide des autres, on allait quand même mieux qu'en gérant toute seule, quoi. Donc moi, ça a été vraiment une révélation. Et notamment, j'ai pas mal écouté des personnes autour de moi qui m'ont donné des conseils et testé beaucoup de choses. Et moi, j'ai eu besoin de me faire suivre. Tu parlais tout à l'heure émotionnellement. Donc émotionnellement, j'ai eu besoin de me faire suivre avec une thérapeute qui travaille en France avec ce qu'on appelle les fleurs de Bach. Ce sont des Mhm. extraits de plantes. Et pour moi, ça a été d'une grande aide pour stabiliser mes émotions parce que j'ai traversé des phases vraiment compliquées de peur, de tristesse, de colère, de doute. Alors, donc concrètement, c'est un petit flacon, une consultation. Et ensuite, elle m'envoie un petit flacon personnalisé et quelques gouttes à prendre tous les jours. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et Mm. j'ai également bénéficié de l'aide d'un praticien en médecine chinoise avec de l'acupuncture notamment, et d'autres soins également qui m'ont vraiment été très profitables. Et puis après, j'ai testé pas mal de soins de support. J'ai aussi pris du temps pour me faire masser. Et puis, j'oublie certainement des choses, mais j'ai testé aussi, oui, de la fasciathérapie. C'est certains Mhm. ostéopathes qui travaillent sur les fascias, parce que les fascias retiennent, enfin, c'est un tissu conjonctif qui tienne les muscles, les organes et tout ça. Et les fascias ont tendance à concentrer toutes les toxines et tous les blocages émotionnels. Et ça aussi, ça m'a été bien utile. Euh, Après, je pense que c'est à chacun aussi de voir ce dont il a besoin. Je sais que des personnes que je connais ont été aidées par de l'homéopathie, d'autres ont été aidées par de la sophrologie ou par de la méditation. Voilà. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses et à la fin, j'ai retenu ce qui me va bien. Donc aujourd'hui, je continue en fasciathérapie une fois de temps en temps, en fleurs de bac régulièrement. Et j'ai ma kiné du sein que je quitte pas depuis 4 ans et que je vois toutes les semaines. Et ça, c'est ma base en fait. Plus un suivi en psychologie parce que j'ai eu besoin aussi de poser un peu les valises et de décortiquer un peu tout ça. Mm. Je vais bientôt poser la question sur ta vie après le cancer, mais Mm. donc on est encore dans le cancer et j'aimerais demander par rapport aux effets secondaires parce que malheureusement il y en a beaucoup. À chaque étape, tu as des effets secondaires de surprise. Euh, Comment tu as traversé tous ces effets secondaires? Déjà, qu'est-ce Ouais. que tu as expérimenté, quelle était ton expérience avec ces effets secondaires et Mm, mm, mm. qu'est-ce que tu faisais pour neutraliser? Ok. Alors déjà, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'on ne soit pas au courant tout au début de tout ce qu'on va avoir parce que sinon je pense qu'on n'y va pas, clairement. Et de le fait de l'aborder étape par étape, ça permet de se concentrer sur le moment présent. Euh, la chirurgie, effets secondaires, cicatrices, manque d'amplitude, et donc la parade kiné du sein, kiné spécialiste du sein. Après, absence de sein, donc la parade, soutien-gorge, prothèse externe, etc. Ensuite, je suis passée à la phase chimio. Là, en effet secondaire, moi j'avais beaucoup de nausées, vraiment pas d'appétit. Donc j'ai morcelé mes repas. Je prenais 4 ou 5 petits repas par jour. Euh, et alors, chose que je n'ai pas faite parce que je ne le savais pas à l'époque, mais conseil que je donne, j'aurais dû manger plus de protéines parce que les Mm, protéines, ça évite de perdre du muscle.
Et peut-être qu'on me l'avait dit, mais j'ai pas mémorisé. Et du coup, moi, j'ai perdu beaucoup de muscles et après, j'ai eu du mal à remonter la pente. Donc, même si on n'a pas très faim, de prendre un yaourt, de manger quelques amandes, de rajouter un œuf dans la soupe, enfin voilà, de mettre de la protéine pour limiter la perte de muscle, ça c'est vraiment un conseil que je peux donner. Euh, j'ai essayé aussi, mais ça n'a pas trop réussi, de l'homéopathie anti-nausée. J'ai essayé des, des huiles essentielles. Enfin, j'ai pas vraiment trouvé de choses qui ont soulagé mes nausées. Pendant 4 mois, j'ai eu l'impression d'être sur un bateau et vraiment d'être très mal. Et ça a Hmm. été le plus compliqué. Euh, Après, pour les douleurs dans les os liées aux injections dont je te parlais pour produire Oui. des, le globule blanc, là, il n'y avait rien à faire non plus, hein. Les jours qui suivaient l'injection, c'était très douloureux. Chose que je n'ai pas non plus assez faite, parce qu'on me l'avait dit, mais j'ai pas eu la force. Euh, Moi, j'ai pas beaucoup bougé pendant ces 4 mois. Et en fait, en consultation d'annonce, les infirmières m'avaient dit ça serait bien de continuer à faire du sport. Donc j'ai faisais un peu de pilates, je marchais un peu à pied, mais euh, très rapidement j'ai plus eu de force et je suis restée dans mon canapé. Et je sais maintenant que le sport adapté, enfin le sport, l'activité physique, c'est pas obligatoirement du sport, hein, ça peut être Oui, simplement oui. de bouger un peu chez soi, ça aide à mieux supporter les effets secondaires et c'est aussi quelque chose à refaire que j'essaierai de faire différemment. Voilà. Sinon, sur la deuxième partie de chirurgie, bah, à nouveau des cicatrices, à nouveau des douleurs, donc à nouveau plus de kiné. Et puis également, à partir de là, une attention particulière à mon bras gauche, donc du côté opéré, parce que comme je n'ai plus les ganglions pour euh, gérer mon circuit lymphatique, je dois éviter de me blesser sur le bras gauche, de me brûler. Donc voilà, d'être attentif par rapport à ce bras. Euh, et, euh, et j'ai aussi mis en place de la natation adaptée pour permettre de faire des mouvements dans l'eau et d'avoir plus d'amplitude et de récupérer un peu de tonus musculaire tout en me faisant plaisir. Et sur la radiothérapie, de la crème le soir qui était prescrite par mon médecin et le coupeur de feu pour limiter la Hmm. brûlure. Oui, c'est un gros paquet. Oui, oui, oui. Et alors j'ai quelque chose dont j'ai pas parlé parce que je m'en suis rendu compte après coup, mais on va peut-être venir sur l'après-cancer. C'est ce fameux chémophog ou brouillard cognitif Oh ja. dont souffrent beaucoup de gens qui ont traversé le cancer parce que alors ça a été prouvé maintenant que dès le diagnostic on peut avoir ça parce que ça vient complètement nous mettre sous cloche. Et c'est aussi accéléré par la chimiothérapie. Et concrètement, ça se traduit par des difficultés à se concentrer, à suivre une conversation, à mémoriser des choses. Alors ça peut être tout simplement, on se lève pour aller chercher quelque chose et puis on fait quelques pas et on ne sait plus ce qu'on venait chercher ou ce qu'on venait prendre. On veut retenir un numéro de téléphone et on se rappelle les 4 premiers numéros et les autres on oublie. Donc voilà, beaucoup de difficultés cognitives. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur en France l'association Oncogite, qui pour quelques euros d'adhésion permet ensuite d'avoir 15 séances de remédiation cognitive. Concrètement, c'est des exercices où on vient retravailler la mémoire et la concentration et ça m'a été très 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 utile pour pouvoir regagner de la confiance et notamment envisager la reprise du travail. Hmm. Euh, Ça, je peux complètement m'identifier parce que c'était horrible en fait. Pendant la chimio, en fait, j'ai commencé mon MBA pendant la chimio. Euh, J'étais diagnostiquée 2 semaines avant le début du MBA et je me souviens que j'ai appelé la directrice du programme et j'ai pleuré. Je savais pas quoi faire.
Mais en fait, c'était moi qui a proposé de commencer quand même, parce que je me suis dit que voilà, ça peut m'aider, ça peut me donner une espèce de but, ça peut me donner une raison d'être. Et en fait, ça m'a Bah, aidé, même si bravo parce que moi j'étais carrément incapable de même juste d'ouvrir un livre pendant la chimio, tu vois. C'était déjà trop de concentration. Donc bravo d'avoir pu faire ça. Ouais. eh ben, je sais pas si en fait, oui, je dois reconnaître que oui, mais c'était extrêmement difficile parce que surtout la première semaine après la chimio, moi, je pouvais à peine bouger déjà. Je pouvais pas lever le bras. J'avais besoin d'aide pour aller aux toilettes, pour me tenir debout. Et je pouvais pas me concentrer sur un paragraphe de texte. Donc c'était quand même difficile, mais vraiment, ça m'a sauvé quelque part euh, du, bah, ça m'a redonné vraiment une raison d'être pendant cette période difficile. Ouais, je Et qu'est-ce comprends. que je voulais T'avais un dire but en fait. d'autre que oui, j'ai pas malheureusement suivi la rééducation cognitive. Alors, on va reconnecter. Oui, malheureusement, j'ai pas suivi la rééducation cognitive, mais je trouve que c'est quelque chose que la médecine devrait adapter obligatoirement dans le Mm. traitement. Parce que surtout Je te rejoins pour tout des à femmes fait. qui... Ah ouais, je te rejoins tout à fait. Ouais. Ça et le sport, l'activité physique adaptée, ça devrait être dans le package de prise en charge globale, quoi. Et le suivi Oui, psychologique pour celles qui le souhaitent, parce que malgré tout, c'est quand même un sacré parcours. Mm. absolument, absolument. Et bah, du coup, les effets secondaires, ça ne disparaît malheureusement pas. En tout cas, pour Mm. moi, je subis toujours les effets secondaires. Ah, oui, En c'est vrai. fait, C'est euh, vrai. C'est vrai. euh, Je te rejoins, hein. Moi, effectivement, aujourd'hui, j'ai encore une liste assez longue d'effets secondaires et alors après, j'ai réussi à m'adapter. Euh, voilà. Mais voilà, au quotidien, j'ai encore beaucoup d'effets secondaires qui sont assez invisibilisés et qui impactent quand même lourdement ma qualité de vie. Et en même temps, je fais avec. Voilà. alors, quels sont ces effets qui te bloquent la vie et comment tu fais pour améliorer la qualité de ta vie? Mm. Alors, si j'essaye de partir, donc moi j'ai la chimio m'a provoqué a fait que le bout de mes doigts et le bout de mes orteils sont maintenant complètement insensibles. Donc j'ai du mal à attraper les petites choses fines, tu vois, Mm. je mets des boucles d'oreilles où j'ai pas besoin de visser derrière, ou accrocher un collier, j'ai besoin de me faire aider. Des fois j'ai du mal. Et ça reste douloureux aussi entre la pulpe et l'ongle. Et pareil, au niveau des orteils, j'ai perdu plusieurs fois mes ongles d'orteil, enfin certains ongles d'orteil, et j'en ai encore certains qui sont toujours pas en forme. Bon bah là je mets du vernis de protection, je vois un podologue qui met des petites prothèses d'ongles, et puis j'essaye de crémer régulièrement mains et pieds. Ensuite au niveau cognitif, ça va mieux. J'ai identifié néanmoins que pour me faciliter la vie, j'avais besoin d'éviter les sources de stress, le bruit, quand il y a trop de monde, quand il y a trop de sollicitations. Et donc je dose en fait. Si j'ai une réunion familiale, je vais essayer le lendemain d'avoir du repos. Si au travail j'ai des points d'équipe, bah, je vais essayer d'avoir une pause avant d'embrayer sur autre chose. Voilà, je m'économise pour pas griller toutes mes cartouches. Euh, les bouffées de chaleur dont on n'a pas parlé ont commencé moi pendant la chimiothérapie. Ils m'ont jamais quitté, donc ça veut dire que très régulièrement, des fois plusieurs fois par heure, j'ai l'impression qu'on allume trois radiateurs en dessous de moi et ça chauffe, et le rouge monte aux joues.
Et c'est très désagréable aussi pendant la nuit parce que bien entendu ça te réveille, donc ton sommeil est impacté, donc tu es moins en forme. Donc j'ai dû adapter mon temps de travail et me résoudre à travailler uniquement à 50% parce que ça fait 4 ans que j'ai pas dormi une nuit complète. Euh, Ça impacte aussi sur l'humeur. Parce que le sommeil qui est défaillant, ben, on est un peu comme les enfants, plus à fleur de peau et on réagit plus émotionnellement. Donc là, j'essaye quand je peux de faire un petit quart d'heure de sieste pour récupérer un petit peu dans la journée. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme effet secondaire? Je suis sûre que j'en oublie. Ben, oui, bien sûr, l'hormonothérapie Et neutralise mes oui, hormones féminines. Et on du a coup, oublié ça. on a oublié, bah oui. Et bah là, ça provoque. Qu'est-ce que ça provoque? Alors, chez moi, ça provoque des raideurs articulaires, des douleurs au niveau des tendons et des muscles. Ça provoque une sécheresse généralisée. Donc, on peut avoir les yeux secs, les muqueuses sèches, la peau sèche. Donc, bah, pour parer à ça, boire plus, crémer, hydrater. Et moi, ce qui est vraiment salvateur à tout niveau, c'est d'essayer tous les jours de bouger 20 minutes, une demi-heure. Alors, des fois, c'est juste faire le tour du quartier, des fois, c'est faire un tour de vélo, aller nager un peu. Pas des choses où ça peut être les jours de flemme, mettre une musique et danser 5 minutes sur une musique que j'aime bien. Enfin, voilà, c'est. Mais bouger parce que ça. Si pendant 3 jours de suite, je ne bouge pas, au bout de 3 jours, je suis rouillée et j'ai le moral dans les chaussettes. Alors que si je suis Mm. plus active, c'est plus facile à gérer. Voilà. Et puis je suis sûre que j'oublie encore d'autres effets secondaires. Bah, au niveau du moral, oui, l'hormonothérapie que je prends, elle a tendance à faire un moral plutôt gris. Et donc j'essaye de mettre plutôt du rose sur moi pour contrebalancer et de faire des choses avec des gens que j'aime et de voilà, parce que c'est pareil, si je me laisse un peu aller, je peux être sur une pente un peu morose et j'ai Oui, pas. Mm, mm. j'adore ta tenue aujourd'hui. T'es habillée en rose, ça te va à merveille. C'est très beau Merci. sur toi. Oui. Et, excuse-moi, j'ai ri pendant les bouffées de chaleur parce que, bah oui, je peux aussi m'identifier. Et puis j'aime bien la petite haleine rose sur Oui, mes joues. J'ai pas besoin de mettre le du fard à phare à jour. paupières. Voilà, voilà. Mais en fait, ça fait déjà novembre, décembre, janvier, février, 4 mois que j'ai arrêté l'alcool et le Mm, café ouais. et ça a vachement diminué. Merci de me le dire. Oui, bien sûr, l'alimentation. Moi, je me suis rendu compte que en limitant le thé, en limitant l'alcool, en limitant le sucre raffiné, j'avais moins de bouffées de chaleur. Oui, 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 carrément. Mm. Euh, Ça, c'est effectivement important. Et puis, c'est important aussi dans une bonne hygiène de vie générale de. Alors, moi, je suis gourmande, donc je m'autorise pas mal de petits excès et en même temps, j'essaye d'introduire plus de fruits, plus de légumes, plus de protéines, voilà. Mais Mm. oui, oui, tu as raison. En supprimant, en limitant alcool, excitant, épices, et sucre, on contourne un peu les bouffées de chaleur. Et après, moi, j'ai des petites choses toutes bêtes. Je me suis acheté plein, tu sais, de jolis éventails. J'en ai un peu de partout dans la Oui, maison, sac et tout. Donc voilà, je fais ma star en faisant pchit, 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 pchit quand j'ai ça chaud. fait Les classe. vaporisateurs aussi, d'avoir des petites poches de froid qu'on peut mettre vraiment, par exemple, vers le cou, ou un gant de toilette froid, ou mettre mes mains, mes pieds sur du froid, enfin voilà. Et puis j'adapte mes habits pour pouvoir enlever très rapidement, je mets plus de pull, je mets des Mhm. gilets, des vestes souples qu'on peut enlever parce que bah, je peux avoir très froid à un moment et puis un quart d'heure plus tôt avoir très chaud quoi. Donc c'est assez perturbant et ça prend beaucoup d'énergie Ouais. de devoir gérer ces chauds-froids continuellement. Et bon, en même temps, après, c'est un coup à prendre et puis on fait avec. Oui, et j'ai entendu parler des oreillers qui refroidissants. Ok. Et en fait,
Je regarde de temps en temps, je me dis ok, je vais peut-être acheter, mais après, au final, en fait, avec la réduction de l'alcool et le café, en fait, j'en ai pas vraiment besoin maintenant parce que moi, j'ai souffert des insomnies aussi. Je me réveillais Mm. surtout en été, mes draps me brûlaient la peau. Et en fait, j'ai découvert qu'il existe des oreillers comme ça, qui peuvent refroidir la peau. Mais en fait, voilà, maintenant j'ai renoncé. Mais bon, ça coûte quelque chose entre 20 et 30 euros. Donc, ça reste peut-être quelque chose à ajouter dans ma vie, mais c'est possible, mais voilà. À tester éventuellement, ouais. À tester, comme tu dis, il faut tester et voir si ça marche. Et alors, est-ce qu'il y a la vie après le cancer et quelle est la vie après le cancer? Alors déjà, moi j'ai un peu du mal avec les gens qui disent bah ça y est c'est fini, tu tournes la page, la parenthèse est fermée, parce que pour moi, comme je te l'ai dit, comme je vis avec tous ces effets secondaires et que je prends encore de l'hormonothérapie pendant 7 ans, pour moi le cancer c'est encore... alors je suis plus dans la phase aiguë, mais ça fait partie de mon quotidien et définitivement il y a la Hélène d'avant et la Hélène d'aujourd'hui et c'est ni la même personne ni la même vie. Euh, je ferai une réponse en deux temps. J'irai juste après les traitements. Moi, j'ai vraiment eu du mal quand les traitements ont fini et l'équipe médicale m'a dit bon bah maintenant rendez-vous dans 4 mois pour le contrôle. Je me suis sentie mais toute seule. À ce moment-là, heureusement, j'ai pu être prise en charge pour faire un rétablissement musculaire et physique. Et j'ai eu l'occasion de, la kiné qui me suivait voyait que ça allait pas très bien au niveau moral et elle m'a proposé de voir la psychologue de l'établissement. Et je remercierai jamais assez cette dame qui m'a dit Hélène, écoutez, pendant les traitements, vous gérez et après les traitements, vous digérez. Et en fait, j'ai trouvé cette formule tellement limpide. Et c'est vrai que toute l'émotion, enfin, quand on est dans les traitements, on est dans un protocole, comme tu l'as dit. On est dans un tunnel, il y a des rendez-vous médicaux, des analyses, des étapes, on est entouré, on n'a pas le temps de réfléchir, on avance et hop, on va d'une étape à une autre. Et à la fin, par contre, on se retrouve un peu seul, il faut le dire. L'entourage est soulagé parce que le gros est fini, il pense qu'on va pouvoir passer à autre chose. Et là, moi, je me suis retrouvée seule, avec pour le coup mes angoisses de récidive, avec également de la tristesse et du deuil à faire de la Hélène d'avant. Et j'ai trouvé que cette période-là était extrêmement compliquée, qu'elle est très invisibilisée et qu'elle est... On se retrouve, enfin, je me suis vraiment retrouvée seule et moi j'ai eu besoin à ce moment-là, un peu comme toi avec ton MBA, de faire une petite formation sur le partenariat en santé entre les patients et les professionnels pour mettre du sens à tout ce que j'avais traversé. J'ai eu besoin aussi de m'occuper de moi et de soigner, enfin de récupérer mes muscles, ensuite de récupérer mes neurones. Et puis à la fin, j'ai eu l'occasion, je t'en ai parlé en début d'interview, d'aller faire ce fameux séjour de rétablissement à Chamonix par le docteur Christine Janin. Ça s'appelle À chacun son Oui, Everest. Je ne sais pas si tu connais. oui, C'est j'ai entendu une, parler de ça. Je voilà, trouve que c'est c'est une très, bulle, c'est un très beau projet. magique d'une semaine où tu es avec une dizaine de femmes. On te propose des activités individuelles et collectives. Donc ça peut être de l'escalade pour apprendre à prendre ses appuis, à lâcher prise, à faire confiance à la personne qui t'assure. Du rappel pour apprendre à lâcher prise ou de la je sais plus le mot aussi, c'est quand tu te jettes dans le vide avec une corde là. Euh, Oui, Tu vois. Ensuite, il y a aussi de la marche. Symboliquement, on monte sur un sommet. Donc, tu apprends que tu peux doser tes efforts, tu peux faire des petits pas, que si tu avances lentement, tu peux avancer, tu peux arriver à ton sommet à ton rythme. Que arriver au sommet, c'est pas la fin de l'histoire, c'est aussi la redescente. Comment tu gères ça? Et surtout, cette sororité, ce soutien mm, entre femmes et cet espace de liberté où tu peux tomber le masque social et vraiment dire les choses telles que tu les vis sans vouloir protéger ton entourage. Et moi, avant
depuis la fin des traitements jusqu'à ce, ce séjour-là, j'étais en déprime. Tous les matins, je mettais 2 heures à sortir du lit, je pleurais, j'avais plus trop d'élan vital. Et après ce séjour, j'ai trouvé ça m'a reconnecté avec des forces intérieures pour rebondir. Et c'est là où j'ai pu envisager de me remettre sur des projets de vie, y compris un retour progressif au travail, y compris refaire des voyages. Voilà. Et il y a eu vraiment un avant et un après à chacun son Everest. Et là aussi, beaucoup de gratitude pour cette anesthésiste qui, la veille de ma double mastectomie, m'a présenté cette structure. Et puis pour cette structure qui vraiment fait un travail formidable auprès des personnes atteintes de cancer, quoi. Oui, oui, ça a Et l'air très beau et comme tu dis, symboliquement, mais aussi pratiquement, déjà de te ouais, reconnecter avec la nature, toi-même et d'autres femmes qui ont traversé la même chose. mm, Euh, ouais, c'est très et fort symboliquement. Ouais, symboliquement, c'est très fort. Et pour répondre à ta question initiale, comment on vit après le cancer? Moi, je vis différemment. J'essaye de... Alors déjà, je trouve que c'est une joie immense de pouvoir à nouveau manger, marcher, me déplacer, faire des petits voyages, voir des amis. Quand tu as été 4 mois sur ton canapé à courir aux toilettes et à avoir mal au ventre et mal aux os, et quand tu peux à nouveau sortir, balader, apprécier un repas, mais tu revis quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'une renaissance et d'une deuxième chance et d'une... euh, alors bien sûr, il y a des jours où je suis triste, des jours où je suis en colère, des jours où je suis fatiguée. Enfin, je suis fatiguée quasiment tous les jours, mais épuisée. Euh, et en même temps aujourd'hui, je savoure beaucoup plus les petits bonheurs de la vie, quoi. Et ça peut paraître un peu bisounours ce que je dis, mais vraiment il y a des fois des trucs où ça glisse sur moi, tu vois, des choses avant j'aurais mis plus d'attention et là je me dis mais on s'en fiche, c'est pas ça l'essentiel, quoi. Alors bien sûr des fois je me fais rattraper aussi par des choses hmm, qui m'agacent mais voilà. Et clairement c'est une vie aussi où j'essaye de me mettre plus au centre et de respecter mes besoins parce que je sais que si j'écoute pas les besoins de mon corps, eh bien, c'est pas ok. Voilà. Et donc, pour bien pouvoir profiter, savoir doser, savoir s'écouter et puis, oui, continuer à prendre soin de moi, en fait. hmm. C'est incroyable parce qu'avant le cancer, moi je savais qu'il faut profiter de la vie, apprécier des moments, enfin, des petits moments. Euh, mais j'ai commencé à avoir un autre regard après le cancer. Parce que là où, enfin surtout les 4 jours où j'attendais les résultats de la biopsie, je savais pas qu'est-ce que ça allait être. J'avais quelques grosses boules dans le sein et je savais pas euh, quel allait être le stade et tout ça. Je savais pas si j'allais vivre ou mourir. Mais en fait, ces 4 jours, aussi bien que le reste du traitement, ils m'ont complètement bouleversée et remis les choses plus au clair en fait. Et oui, comme toi, je me mets en priorité et en particulier avec des gens. Ce que j'ai trouvé changer aussi pour moi, c'est que moi j'ai commencé à passer plus de temps avec les gens qui m'apportent de l'énergie, qui me mettent en valeur, avec qui j'ai un bon échange. Et j'ai mis fin à quelques relations qui n'étaient pas très saines pour moi. Est-ce que tu as traversé les mêmes questions? Enfin, comment ça s'est passé dans ton entourage? Est-ce que tu as aussi Alors, fait le moi, tri? j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amour et beaucoup d'attention autour de moi, que ce soit la famille, les amis, les collègues de travail. Après, chacun réagit comme il peut et le cancer, c'est quand même dans l'inconscient associé maladie, mort. Et, et moi, j'ai constaté que parfois, j'arrivais à avoir plus d'intimité avec des gens que je connaissais moins, mais qui avaient vécu la maladie. Parce qu'on pouvait poser le masque social et dire
ah oui, là vraiment, ça c'est douloureux, ou vraiment ça c'est compliqué. Voilà. Et il n'y avait pas de jugement. Et en fait, juste en se parlant, on savait ce que c'était que de se réveiller avec les doigts tout raides, les pieds tout raides, d'avoir mal là. Enfin, voilà, on se comprend en fait entre personnes qui ont vécu le même parcours. Et c'est plus facile pour moi d'échanger des fois avec des gens qui sont presque des inconnus, mais juste où on se trouve le point commun d'avoir eu un cancer. Euh, Avec les amis, j'ai eu beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Vraiment, je suis très, très reconnaissante de tout ça. Et après, bah, certaines personnes sont plus à l'aise et d'autres plus en retrait. Et moi, j'ai pas coupé de relations. Par contre, j'essaye de nourrir plus les relations qui m'apportent. Euh, Bah, aussi parce que j'ai moins d'énergie qu'avant et parce que clairement j'ai envie de mettre des choses importantes au centre de ma vie et de moins me disperser aussi. Donc, donc pour moi, voilà, c'est comme ça que j'opère aujourd'hui, c'est de privilégier les relations qui me font du bien et qui sont Mm. saines et qui sont authentiques. Et euh, oui, ça c'est un des apprentissages effectivement. Mm. Et puis de profiter. Et puis aussi, ça m'a donné un coup de boost sur. Tu sais, des fois on se dit un jour je ferai bien ça, je ferai bien ça. Maintenant, quand j'ai envie de faire quelque chose, si c'est réaliste, parce que j'ai une liste longue comme ça d'endroits où je voudrais aller, il me faudrait 2 vies pour tout visiter, ça sera pas possible. Mais si c'est réaliste, je le fais. Euh, euh, je le fais. J'attends plus en me disant plus tard. Je me dis, bon, bah alors, comment je m'organise, avec qui je le fais, comment je le fais. Et je le fais parce que j'ai conscience, peut-être plus que d'autres, qu'on n'a qu'une vie. Et que cette vie-là, on ne sait pas quand elle finit. Et moi, j'espère qu'une chose, c'est de pouvoir être une petite mamie toute ridée avec des cheveux blancs et toute voûtée, et puis d'avoir la chance de Oui, vieillir très longtemps. Euh, et donc voilà, de profiter. Alors pas de profiter dans un sens tout énervé, faire plein de choses, mais de, de mettre le doigt sur ce qui est important pour soi. Et chacun le fait à son niveau et en fonction de ses priorités et de ses valeurs. Et ce qu'il a envie de vivre et comment il a envie de vivre sa vie. et de cette liste, qu'est-ce que tu as fait récemment? Eh bien, récemment, j'ai choisi de retourner marcher dans le désert. Donc, au printemps prochain, là, dans quelques semaines, je pars dans le sud marocain pour une itinérance de 5-6 jours. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait à 3 reprises et que j'adore parce que tu es en groupe, tu marches dans les dunes, euh, tu es connecté à des choses essentielles comme marcher, manger, boire, dormir. Et c'est une forme de méditation en marchant et de connexion à soi. Et à chaque fois, j'en ressors un peu transformée. Et donc j'ai hâte de voir la version d'Hélène qui va sortir début avril 25, une fois que je serai revenue des grandes dunes de Merzouga. Waouh, ça a l'air très spécial. Je suis passée 6 semaines dans le désert une fois en Israël et ça m'a impacté déjà. Le vaste désert, je me suis jamais rendu compte en fait à quel point c'est vaste et énorme. Enfin, c'est quelque chose de très Mm, spécial. Et puis d'être quasiment seule avec juste quelques personnes là-bas, c'était aussi une expérience assez unique. Donc ouais, je ouais, peux je imaginer comprends. en Alors, fait marcher. ouais, tout à fait. Mm, Moi, ouais, c'est, là, il me tarde de retrouver. Et puis les nuits étoilées dans le désert sont juste magnifiques, quoi. T'as aucune mm, pollution non lumineuse. T'as l'impression d'avoir les étoiles rien que pour toi et c'est magique. mm. Tout à l'heure, tu parlais du côté invisible du cancer.
C'est ce Mm. que beaucoup de femmes disent. En fait, une fois les cheveux repoussent, Mm. tu as l'air normal, entre guillemets. Mais t'es pas normal. Tout à l'heure, tu as parlé de tous les effets secondaires physiques et émotionnels que le cancer du sang laisse sur une femme. Et on n'est pas normal, enfin, on n'est pas comme avant. On doit adapter notre vie, on doit s'adapter aussi à nous-mêmes, à nos corps, à être nous-mêmes. Et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas assez sensibles par rapport à ça. Par exemple, au travail. Je me souviens, à la sortie du travail, euh, on m'a pas traité comme quelqu'un qui vient de traverser le cancer du sein. On m'a traité que quelqu'un qui doit faire 300 à l'heure, quoi. Euh, Comment tu gères ça dans ton quotidien? Est-ce que euh, surtout avec les gens qui connaissent pas ton histoire, comment tu navigues cette histoire des effets secondaires invisibles? Comment tu le communiques? Alors au début, j'essayais d'être pédagogue et de dire le cancer fait ci, la maladie fait ça. Et en fait, c'est pas très agréable. Et puis je sentais bien que c'est pas que ça passionnait pas les foules, mais que voilà. Donc maintenant, j'essaye plutôt de raisonner en besoin. Donc par exemple, je te donne un exemple. Si quelqu'un au travail me croise dans un couloir en me disant tiens, j'ai telle idée, etc. Je vais lui dire bah écoute, super, j'aurais besoin qu'on prenne 5 minutes autour d'une table pour en discuter. On se voit ce matin, on se voit cet après-midi. Donc ça me permet de ramener la personne dans un bureau, de pouvoir prendre des notes, d'avoir un temps privilégié et pas être entre deux portes. Quand par exemple on parlait des réunions, ben, je sais que 2 réunions de suite c'est à peu près possible, 3 c'est plus possible. Donc bah, là j'essaye de gérer mon temps pour aller marcher un peu ou faire une petite sieste ou voilà, changer les idées. Et puis surtout, moi j'ai osé voir mon médecin et faire un dossier en France. On a la possibilité d'avoir une reconnaissance de travailleur handicapé. Parce qu'en fait, les séquelles que j'ai du cancer constituent un véritable handicap. Et j'ai monté ce dossier, j'ai obtenu cette reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui m'a permis de demander à mon employeur de travailler uniquement à mi-temps, 2 jours et demi par semaine. Et en fait, en faisant ça, alors c'est un autre renoncement aussi, parce que moi, toute ma vie, j'ai travaillé à temps plein et même plutôt à 150% qu'à 50, tu vois. Donc c'est un renoncement aussi à faire et en même temps, c'est aussi du respect par rapport à mon énergie du moment et ça me permet quand même de travailler, mais de pas finir la semaine de travail épuisée. Je suis fatiguée, Hmm. mais je suis pas épuisée. Et puis, le plus difficile, je trouve, au travail, c'est tous les impacts émotionnels. Parce que comme, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, c'est les montagnes russes émotionnelles. Des fois, je peux avoir les larmes au bord des yeux, des fois, je peux être très en colère, des fois, je peux être juste pas motivée. Enfin, voilà. Et ça, c'est plus difficile parce qu'en entreprise, enfin, au travail, montrer cette partie-là, c'est vraiment se rendre, montrer vraiment une vulnérabilité. Et c'est vrai que la société d'aujourd'hui, elle est. Moi, je suis très entourée de personnes bienveillantes dans mon travail, globalement. Et en même temps, je suis là pour travailler. Je suis pas là pour me faire accompagner sur mes problèmes émotionnels. Ça, je le gère en dehors du travail. Mais ça impacte mon travail parce que je suis comme ça aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc j'essaye là des petites techniques, de faire des techniques de respiration, d'écouter un petit podcast pour poser un peu le mental. Voilà. Donc j'essaye d'aménager des petites choses comme ça. Mais vraiment, ce qui me sauve, c'est d'avoir un jour de repos, un jour de travail, un jour de repos, un jour de travail. Ça me permet de, quand les tensions s'accumulent, ensuite d'avoir de l'espace pour les libérer en fait. Et, mais c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement invisibilisé. Euh,
Et en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'une maladie chronique ou de séquelles et qui constituent des handicaps invisibles et dont, dont on ne sait rien et qui ne se voient pas du tout, quoi. Donc ça, c'est vrai que... Et la fatigue du cancer, elle est vraiment spécifique. C'est pas une fatigue de tu as fait la fête et puis tu vas mettre 1 ou 2 jours à récupérer. C'est quelque chose de très insidieux, de multifactoriel. C'est une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, une fatigue cognitive. Euh, et ça, c'est extrêmement compliqué de, de composer avec d'une part et puis que quelqu'un en face comprenne ça parce que si tu l'as pas vécu, c'est difficile à concevoir en fait que bah moi là toi ça fait 3 ans que j'ai fini mes traitements et je suis encore extrêmement fatiguée. Je vais mieux aujourd'hui et j'ai plein de projets et ma vie est chouette et en même temps je suis extrêmement fatiguée et je peux pas faire tout ce que je veux sinon je, je, je manque d'énergie en fait. Il y a une chose que beaucoup de gens m'ont dit, surtout pendant la chimio, ils m'ont dit, oh mais tu es forte, tu es tellement forte, tu es une battante. Et enfin, moi j'avais envie de leur gueuler dans la figure que, en fait, non, j'ai pas choisi et je dois traverser ça malgré tout. Donc je suis pas une battante, je suis pas forte. Ma vie me porte, voilà, c'était pas mon choix. Mm, mm, En fait, c'est probablement la chose qui m'a énervé le plus pendant mon traitement. Même pas le fait que les gens parfois ne savaient pas comment le consoler ou comment interagir avec moi, mais justement ce fait de me dire que j'étais battante et très forte. Qu'est-ce qui t'a énervé toi pendant le traitement et qu'est-ce que tu penses par rapport à cette expression? Alors pareil, le mot t'es battante, moi pareil, je disais bah non, je suis pas battante, j'ai pas le choix. Je veux dire, il me dit ah là, là. Et alors moi ce je ne supportais pas c'est courage. Le mot courage. Je dis mais j'ai pas besoin de courage. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de soutien, mais j'ai pas besoin de courage. On parle pas de courage là, c'est voilà. Et non, moi le mot courage, je pouvais plus l'entendre quoi. J'avais l'impression que les gens balançaient ça sur un mode allez, on va lui dire quelque chose, ça va être ça et moi ça m'agaçait énormément. Et juste par rapport à ce que tu dis, il m'est venu autre chose. Moi, ce qui m'a vraiment fait du bien aussi pendant tous mes traitements, donc comme je te l'ai dit, j'ai cherché de l'information, mais je suis tombée aussi sur des témoignages de femmes, soit des livres, soit des interviews, soit des blogs, etc. Et de me connecter en fait avec, enfin à distance avec ces femmes-là et avec leur expérience. Ça m'a fait du bien parce que j'ai pris conscience que j'étais pas seule à vivre ça. Des fois j'ai trouvé des trucs et astuces en écoutant d'autres femmes parler. Des fois certaines ont été source d'inspiration. Et voilà, et ça peut être effectivement quelque chose d'aidant et puis l'entourage fait comme il peut. Et je pense que voilà, moi, mon entourage proche, ils ont eu très peur que je meure. Donc chacun l'a exprimé à sa manière et voilà, et une fois que c'était dit, c'était plus facile. Mais, mais voilà, il y a aussi des gens maladroits qui veulent bien faire mais qui ne savent pas faire. Il y a des gens qui sont tellement dans la peur qu'ils sont bloqués. Euh, il y a des gens qui minimisent. Ah oui, si, ce qui m'a agacé, oui, c'est tous les gens qui minimisent en fait. Quand tu dis que tu oublies des choses, on dit oui, mais c'est l'âge ou ah mais moi aussi j'oublie la liste des courses ou moi aussi je suis fatiguée. Et là tu as envie de hurler en disant mais non, je vois bien que avant je pouvais oublier de temps en temps, je pouvais être un peu fatiguée, mais là c'est comme si j'étais très haut au niveau de enfin, en termes d'échelle et les gens qui nient en fait ce que tu vis, bah, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à l'affronter, comme tu dis, ils savent pas où consoler ou accueillir et oui, ça c'est très agaçant. C'est très très agaçant, ça donne envie
de hurler et de dire mais si, je sais ce que je vis et on peut pas me l'enlever quoi. Et même si je suis pas de nature à être forcément toujours à m'écouter, mais je pense que c'est quand même important de se respecter et puis d'être réaliste par rapport à ce qu'on ressent et ce qui est bon pour nous. Mm. Quoi. Mm. Ouais, et maintenant, tu es de l'autre côté, c'est toi qui racontes ton histoire et je suis sûre que ça va résonner avec celles qui écoutent. Et Mm. par rapport aux livres ou podcasts, est-ce que tu te souviens des titres ou des noms des podcasts que tu as Oui, écoutés, qui t'ont accompagné pendant le traitement? oui, j'ai beaucoup aimé My Boop Story. C'est une personne qui raconte au quotidien avec des petites notes audio sur son téléphone toutes ses étapes. J'ai trouvé ça très frais, très authentique. J'ai appris beaucoup de choses sur les podcasts de Cancer, je gère, Naître princesse, devenir guerrière de Delphine Rémy en Belgique, où elle interviewait des patients et des professionnels de santé et sur différents sujets. Et j'ai trouvé ça à la fois très varié et puis très riche. Et j'ai aussi beaucoup aimé le journal de Clémentine. C'est une jeune femme qui était journaliste et qui a raconté aussi sa vie avec le cancer. Et puis dans les livres, j'ai beaucoup aimé Kilomètre Zéro de Moden Kawa. Et puis après, j'ai pas tellement lu depuis ces derniers temps. J'ai plus de mal à me concentrer. Donc c'est plus des petits podcasts ou des interviews effectivement qui ont été ouais, riches. Et puis, et puis moi aussi, je ressens un besoin d'engagement par rapport à ça. Tu vois, je ne sais pas encore de quelle manière, mais je sens que je souhaite pouvoir accompagner des personnes qui se confrontent à cette difficulté de vie et à mieux les accompagner. Donc voilà, je réfléchis, je suis en position d'expérimenter des choses cette année, de me doter éventuellement d'outils, puis de voir par la suite si ça me parle toujours et de voir comment je peux le mettre en œuvre. Ça, je trouve par contre, enfin, c'est une super initiative quand on retourne la maladie ou une expérience négative en quelque chose de positif, surtout redonnant aux autres l'espoir, le soutien et l'aide. Donc c'est très très beau. Moi, je Et sais que pour moi, ça a du sens. Après, euh, j'insiste vraiment sur le fait que chaque personne traverse l'épreuve du cancer comme elle est et que déjà traverser l'épreuve, se soigner et continuer à être debout, c'est déjà super. On n'est pas du tout obligé de faire quelque chose de positif de son expérience. Enfin, je trouve que attention aux injonctions de devoir faire quelque chose de son cancer, mais moi j'ai eu besoin d'en faire quelque chose et c'est ma manière à moi de réagir. Et on peut très bien prendre une autre voie et c'est tout à fait ok. Mm. Et alors, à la fin de notre conversation, j'aimerais poser cette question euh, importante peut-être pour certaines qui nous écoutent. Euh, Si quelqu'un est diagnostiqué du cancer du sein, quel serait ton pas ton conseil, mais les mots de consolation, les mots de d'amour à, à cette personne? Moi je lui dirais ça va être difficile et je lui dirais sois ton meilleur compagnon, apprends à t'aimer et apprends à demander de l'aide et à bien te faire entourer pour traverser au mieux cette épreuve que la vie t'envoie. Et qui reste encore demain pour faire plein de jolies choses. Merci beaucoup, Hélène. Merci Je t'en beaucoup prie, d'accorder merci le Linda. temps Mm. pour cette interview et je te souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que tu auras fait toutes les choses sur ta liste dans cette vie et même plus.
Ah, j'aurais pas fait tout, mais j'en aurais fait quelques-unes et ce sera très chouette. Merci Ina pour ce temps d'échange et bravo aussi pour ton projet et je t'envoie plein de bonnes ondes pour la suite. Merci beaucoup. Ciao.